bonjour. Donc, on se retrouve Bonjour. au Conseil national des barreaux pour discuter, en fait, échanger sur le parquet européen, à la fois, on va dire, au niveau européen, avec Monsieur Bab et avec Madame Soriano sur l'exercice, en fait, de ce parquet au niveau français. Le Conseil national des barreaux avait reçu, donc, Monsieur Bab, il y a, je crois, 1 an et demi, à l'Assemblée générale, en février 2021. Vous étiez venu nous exposer à ce moment-là, en fait, ce qui était l'embryon du parquet européen, et nous avions pu échanger sur à la fois, on va dire, les inquiétudes, mais aussi qu'est-ce que cet OVNI, pour en tout cas les praticiens de droit français, sur ce parquet qui est à la fois parquet et juge d'instruction. Et 1 an après, il nous a semblé important, dans le cadre notamment de la PFUE, qu'on puisse échanger à la fois sur l'activité aujourd'hui du parquet et puis peut-être sur nos interrogations et sur cette collaboration que l'on souhaite continuer, en fait, dans un dialogue procédural entre les avocats et le parquet. Donc, je propose d'abord peut-être que M. Bab, voilà, vous preniez la parole sur, on ne va pas dire le bilan, mais en tout cas sur cette première année d'exercice, et puis peut-être sur la présentation du parquet, et voir ensuite avec Mme Soriano sur, on va dire, la déclinaison française, et ensuite un échange, voilà, plutôt informel entre nous. Merci beaucoup. Merci de nous inviter à nouveau. Effectivement, 1 an et demi après cette première prise de parole devant le CNB, cette première présentation du parquet européen, qui à l'époque était encore très largement théorique, puisque le parquet européen n'était pas encore entré en fonction. Et donc, on en avait encore une représentation juridique, politique, mais finalement assez peu opérationnelle, puisque le volume d'activité du parquet européen n'était pas encore très clairement évalué. Et d'ailleurs, les moyens qui étaient mis à notre disposition à l'époque, en France en particulier, ont sensiblement augmenté depuis notre prise de fonction. Alors, donc l'événement le plus important, évidemment, c'est que nous sommes entrés en fonction depuis le 1er juin 2021. Aujourd'hui, après 1 année d'activité opérationnelle, le parquet européen a ouvert en tout, donc pour les 22 pays participants, le parquet européen a ouvert 929 enquêtes qui représentent, en ce qui concerne uniquement la fraude à la TVA, puisque vous savez que nous sommes compétents à la fois pour la fraude aux recettes de l'Union européenne qui couvre à la fois la fraude TVA, les fraudes TVA les plus importantes, hein, ce qu'on appelle les fraudes carrousel, qui impliquent au moins 2 États membres, 2 pays, et qui représentent un préjudice total d'au moins 10 millions d'euros. Et puis la fraude aux droits de douane, donc ça c'est les deux volets importants de la fraude aux recettes. Et puis alors, en ce qui concerne les dépenses en aval, alors là, c'est toute l'action de l'Union européenne, toutes les dépenses possibles. Ça peut être aussi bien la politique agricole commune que l'action sociale, que des actions de modernisation, d'équipements collectifs, par exemple, ou des actions dans le domaine de la recherche. Bref, et puis alors évidemment aussi, et on va en parler j'imagine plus tard, ce qu'on appelle le pacte vert européen qui représente le Green Deal, qui représente 1/3 du budget de l'Union européenne. Pour vous donner un seul chiffre, pour que vous preniez la mesure du champ d'activité possible du parquet européen, pour la période 2021-2027, ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, autrement dit le budget de l'Union européenne, ça représente un peu plus de 1 000 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 750 milliards d'euros du plan de relance après la crise liée à la crise du Covid. Donc un total de 1 800 milliards d'euros. C'est ça le budget de l'Union européenne pour cette période 2021-2027.
Donc, pour reprendre ce premier bilan d'activité, près de 1000 enquêtes ouvertes, c'est pas mal du tout, pour représentant un préjudice total uniquement en ce qui concerne la fraude TVA de 4 milliards d'euros. Donc c'est ça le parquet européen. Si on reprend, et alors d'ores et déjà, quelques condamnations, mais ce qui est peut-être plus significatif de la montée en puissance du parquet européen, un volume total de saisies d'avoirs criminels de 260 millions d'euros. Donc vous voyez là vraiment des enquêtes qui sont déjà à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir obtenir des saisies du juge. Un dernier chiffre peut-être. Nous avons reçu en tout, depuis notre prise de fonction opérationnelle, 4000 signalements. Alors quand on parle de signalement, c'est n'importe quelle source d'information possible. Ça peut être l'autorité judiciaire qui nous signale des faits dont ils ont eu connaissance et pour lesquels ils auraient peut-être déjà ouvert une enquête, sachant que le parquet européen a un pouvoir d'évocation générale sur les enquêtes en cours. Des signalements qui peuvent émaner aussi de l'autorité administrative ou d'une juridiction financière. Autorité administrative sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale en France. Ça peut être un signalement, une information qui nous est transmise par un service d'enquête, par un service douanier, par le service d'enquête judiciaire des finances. Et puis ça peut être un signalement qui nous est transmis par la cellule de renseignement financière française, Tracfin. J'ajoute que sur ce point, la première loi de transposition qui était du 24 décembre 2020, la transposition du règlement en droit français, cette loi a été amendée par une disposition dans la loi Confiance qui permet au parquet européen de recevoir directement cette information sans devoir passer par un parquet national français. Donc, toutes les informations à destination du parquet européen peuvent être directement communiquées au parquet européen par toutes ces sources d'informations que je vous ai indiquées à l'instant. Évidemment, pour nous, c'était un point absolument capital. Un vrai parquet exerçant pleinement toutes ses prérogatives d'action publique doit avoir un accès direct à toutes les informations susceptibles de l'intéresser et de donner lieu à l'ouverture d'une enquête. Ça, c'est un point capital. Voilà le premier bilan d'activité du parquet européen. Si on donne deux ou trois chiffres pour comparer ce premier résultat opérationnel à la situation que nous avons trouvée en prenant nos fonctions. J'ai parlé tout à l'heure d'un préjudice en ce qui concerne uniquement la TVA de 4 milliards d'euros. Si vous le comparez au rapport d'activité de l'Office de lutte antifraude européen, l'OLAF, qui, bon an, mal an, proposait des poursuites judiciaires dans un certain nombre d'enquêtes administratives conduites par l'OLAF et qui avaient donc donné lieu à la découverte d'infractions. Le préjudice total représentait un préjudice donc pour le budget européen compris entre 300 et 500 millions d'euros. Donc le parquet européen en un an a multiplié par 10 l'activité de l'OLAF. Et d'ailleurs, ce rapport, on le retrouve au niveau français, puisque nous avons repris en tout et pour tout 4 enquêtes judiciaires déjà ouvertes donc par les autorités judiciaires françaises. Et aujourd'hui, un an plus tard,
nous avons ouvert une petite cinquantaine de dossiers. Donc là, c'est à peu près le même rapport. On a multiplié par 10 l'activité judiciaire dans le champ de la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Et ça, vous l'expliquez comment, le fait que vous ayez multiplié par 10 les activités d'Olaf? À partir du moment où vous avez un parquet européen, le simple fait de créer un organe de poursuite européen compétent dans ce domaine-là, ça a en soi, ça crée une force d'attraction. Voilà. Toutes les personnes qui avaient connaissance de fraude aux fonds européens et qui ne savaient pas nécessairement à qui s'adresser, sans que ce soit en même temps une vraie priorité d'action des autorités judiciaires nationales jusqu'à présent, maintenant savent à qui s'adresser. Et ce qui jusque-là n'était peut-être pas au premier rang donc des priorités d'action publique devient une priorité d'action publique, une vraie priorité d'action publique. Et ça, je pense que c'est déterminant. Le simple fait de créer un parquet européen, ça fait surgir de terre un certain nombre de procédures qui jusque-là, soit les faits n'étaient pas signalés, soit les faits faisaient l'objet d'un traitement purement administratif. Ça veut dire que vous communiquez avec les avocats, ce qu'on se connaît maintenant depuis un an. Ça signifie aussi que vous avez une campagne de communication avec différents acteurs économiques, judiciaires, administratifs en France pour leur faire part de votre existence et de votre capacité à pouvoir traiter des signalements. Je vais laisser la parole à Cécile Soriano. Cécile Soriano, qui est procureure européenne déléguée et qui représente donc le parquet européen au niveau décentralisé. Vous savez qu'on fonctionne à deux niveaux, l'Office central à Luxembourg que je représente ce soir, et donc l'Office décentralisé, qui sont les procureurs européens délégués, pour un effectif total de bientôt 140 procureurs européens délégués pour les 22 États membres, pour les 22 pays participants. En France, nous serons bientôt 5. Et donc ce travail de prise de contact avec tous nos partenaires, tous nos nouveaux partenaires dans le champ de notre activité opérationnelle, c'est quelque chose qui a été fait principalement par le niveau décentralisé. Cécile. Alors, bien qu'il y ait cette structure, alors on tient beaucoup à le dire, on a une organisation qui est centralisée, décentralisée, mais une chose qui doit bien être claire et assimilée, c'est que nous sommes un parquet unique et indivisible. Il n'y a pas une structure de Luxembourg et autant de structures et de 22 structures dans chacun des États membres qui, de manière autonome, exerceraient leurs fonctions, mais bien ce parquet unique. Lorsque vous posez la question de savoir comment on a développé ces contacts avec des services enquêteurs, c'est que malgré ce principe de parquet unique, le fonctionnement repose sur des procédures pénales non harmonisées. Donc nous restons 22 États membres avec des procédures pénales non harmonisées dans, malheureusement, ce qui ne peut pas être qualifié d'une juridiction unique. Ce que notre procureure européenne Laura Kövesi appelle une IPPO zone, mais qui ne peut pas comme telle être qualifiée de juridiction unique. Et donc, comme vous posez la question, nous devons, à l'égard de nos services enquêteurs, d'abord des services enquêteurs, j'allais dire, qui sont quasi naturellement dans notre sphère de compétences, et on imagine tout de suite le service des enquêtes SEJF judiciaire des finances, qui est notre corps d'investigation, j'allais dire, naturel, avant même que nous prenions nos fonctions. Il y a bien sûr les douanes, puisque globalement, les recettes de l'Union européenne, c'est la TVA pour partie, c'est tous les droits d'entrée dans ce marché unique, et puis depuis décembre 2021, c'est cette taxe plastique dont on ne sait pas très bien comme ressource directe comment est-ce qu'elle va être calculée, redistribuée, mais nous allons voir. Et donc, d'abord une prise de fonction avec ce qu'on avait imaginé avec les services d'enquête dédiés, et puis de manière très concrète, ce qu'on percevait avant même de prendre nos fonctions, ce qu'un jour, moi j'ai appelé la porosité, qui a fait un peu rire tout le monde sur ce concept, on s'aperçoit à quel point
la criminalité organisée très traditionnelle, celle des trafics d'êtres humains, des trafics de stupes, les trafics le blanchiment de TVA, mais pas seulement comme source de blanchiment, comme alimentation d'autres trafics et le carrousel de TVA. Tout ce qui est violation des droits anti-dumping et tout le blanchiment qui va avec ces mannes de cash, on s'aperçoit à quel point, finalement, même les services d'enquête que moi je pouvais connaître comme juge d'instruction en crimorgue, ils vont et on va les démarcher, on va leur expliquer ce que fait le procureur européen, parce que tout simplement, quand vous avez des blanchiments de stupes, on s'aperçoit qu'il y a le volet blanchiment TVA et que ça arrive très vite en fait à diminuer. Et cette criminalité organisée, il faut aussi se rendre compte que cette manne européenne, celle des aides européennes, celle des ressources directes, alors je ne sais pas s'il faut le dire, parce que pour ceux qui ne s'en seraient pas aperçus et qui écouteraient votre émission, ça rapporte plus et vous risquez moins que dans les trafics traditionnels. Il vaut mieux passer les frontières avec des produits, on n'a pas déclaré les droits de l'anti-dumping, qu'avec des stupes. Il vaut mieux détourner des aides agricoles que de faire du trafic d'êtres humains en termes de sanctions. Et donc ça, c'est quelque chose dont on s'est vraiment aperçu au fil de l'eau, j'allais presque dire. Et nos corps d'enquête, on va les démarcher. C'est bien sûr l'ISR, c'est la police judiciaire, c'est très exactement les services d'enquête traditionnels que l'on veut sensibiliser au moment où ils se saisissent d'enquête de ce volet des finances, pas publiques, j'allais dire des finances européennes. Et toi qui as démarché aussi un des domaines moins connus pour nous, magistrats, puisque la Cour des comptes, enfin des corps qui sont moins nos interlocuteurs, j'allais dire naturels pour des magistrats. Il n'y a pas de résistance, de sorte de guerre des parquets ou des guerres des polices pour conserver une affaire parce qu'elle va avoir un peu d'ampleur, parce que... Alors, j'allais vous dire qu'on a de la chance, parce que comme vous le savez depuis quelques années, je pense que tout le monde en fait le constat, la matière économique et financière ne passionne personne. Donc finalement, non mais il faut dire non mais c'est la réalité. Autant il y a eu une montée en puissance des cabinets d'avocats pénalistes qui à un moment se sont dit le pénal financier à la grande époque, là c'est pas loin de chez vous, là, aux Italiens, voilà. Autant nous, magistrats, après cette grande époque, c'est retombé. C'est retombé. Je ne peux pas ni vous dire ni pourquoi ni comment, mais c'est vrai que ce n'est pas une matière qui... Après, vous savez, on a beau dire que les magistrats ne sont pas jaloux de leur dossier, c'est vrai, mais vous savez, moi j'ai été juge d'instruction, quand vous passez 1 ou 2 ans à instruire une affaire et que vous avez, entre guillemets, un parquet national ou un collègue national qui vient dire top, 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 là ça devient intéressant et je prends, bon, c'est la nature humaine et ce qu'elle est. Les avocats connaissent ça lorsque vous assurez la défense et puis qu'on arrive derrière un cabinet XY qui vous débarque. Vous l'avez ressenti. Vous le ressentez comme nous. Voilà. Il y a un point que vous avez soulevé au début de ce que vous avez dit qui pour vous oriente totalement votre propos, qui est de dire, malgré les apparences, c'est un parquet unique et indivisible. Moi, ce que j'entends derrière les mots unique et indivisible, c'est quelle est la politique de ce parquet? Quels vont être ses objectifs? Et à partir de quoi va-t-il les fixer? En fonction de quoi, etc. Parce que si... alors, l'unicité et l'indivisibilité, c'est évidemment fonctionnel, organique, avec les rapports du niveau européen et les procureurs européens délégués, bien sûr, pour lancer des enquêtes ou pour donner instruction pour lancer telle ou telle enquête. Mais je pense qu'il y a évidemment donc, au niveau européen, et c'est vous, M. Bach, qui êtes à ce niveau-là, une politique qui est déterminée. Est-ce que vous l'avez déterminée? Comment vous allez le faire? Quels critères, etc. Alors, c'est ce que permet précisément le parquet européen. L'intérêt d'un parquet européen, c'est de pouvoir, en effet, définir une politique pénale au niveau européen, dans une matière comme celle-là, qui est, j'allais dire, un sujet d'intérêt commun pour tous les citoyens européens, puisqu'on parle du budget de l'Union européenne. Nous sommes, en effet,
en train de réfléchir à peut-être pas encore des priorités d'action parce que c'est trop tôt, mais en tout cas déjà à une forme d'harmonisation des décisions prises par les chambres permanentes, ce qui peut-être nécessite 2 mots d'explication. Pour comprendre comment fonctionne ce parquet européen, on l'a dit, il est à 2 niveaux et en même temps, c'est un organe judiciaire unique. Et ça, c'est une notion très forte parce que quand, par exemple, nous, les procureurs européens délégués, reçoivent ce qui n'est plus une demande d'entraide, mais une mesure d'enquête déléguée d'un procureur européen délégué dans un autre État membre, ils n'ont pas l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre, ils travaillent pour eux-mêmes. Et donc, dans notre volume d'activité que je vous ai indiqué en France au départ, sur les 65 dossiers que nous traitons aujourd'hui, une cinquantaine ouverts par les procureurs européens délégués français et puis une quinzaine d'enquêtes déléguées, pour nous, c'est une seule et même activité. Nous travaillons pour le parquet européen. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est un espace judiciaire européen. Alors, oui, là pour de vrai. Ah oui, je ne disais pas de manière ironique. Non, parce que je n'ai pas dit juridiction, j'ai dit espace judiciaire. Exactement. Voilà. Parce que l'espace judiciaire européen, c'est une notion qui émerge avec Tempéré, avec le Conseil européen de Tempéré. Mais en réalité, on se rend compte, moi j'étais membre national français Eurojust pendant 5 ans. On reste quand même si évidemment les progrès qui ont été accomplis sont absolument considérables, avec le mandat d'arrêt européen en particulier, et puis la décision d'enquête européenne, les 2 instruments reposant l'un et l'autre sur ce principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, qui est un principe extrêmement fort, qui est un principe en fait d'assimilation de la décision étrangère à une décision nationale. Bon. On reste quand même dans un espace judiciaire qui est nécessairement morcelé entre les 27 États membres qui le composent, et on reste quand même dans une organisation d'essence intergouvernementale. Avec le parquet européen, là pour le coup, on est réellement dans un espace unique, le EPPO zone, donc c'est cette zone-là du parquet européen, composée de 22 États membres, où là, en effet, il n'y a plus aucune frontière. Alors, il reste des cloisonnements qui sont liés au fait que nous travaillons dans des espaces juridiques séparés. Mais ça, ce n'est pas un défaut du système, c'est au contraire une de ses qualités. Je vous l'avais indiqué à l'époque, hein, ça c'est un choix politique qui a été fait. Les outils ne sont pas les mêmes. Pour rendre le parquet européen acceptable et pour donner une chance à ce règlement d'être adopté. Parce que si on avait fait de l'adoption d'une procédure pénale européenne harmonisée, donc au niveau européen, le préalable de la mise en place d'un parquet européen, aujourd'hui, il n'y aurait toujours pas de parquet européen. Bon. Reste que nous sommes aujourd'hui réellement un organe judiciaire unique. Et donc, pour revenir à cette question que vous me posiez au départ sur la politique pénale, bien sûr que nous avons ça à l'esprit. Ça suppose une réflexion de plus longue haleine. Il faut d'abord identifier les phénomènes criminels tels qu'ils se présentent, avec sans doute de nouveaux champs d'action qui sont en train d'émerger. J'en citerai 2. D'abord, le plan de relance, hein, c'est une action un peu spécifique, et puis alors surtout le Green Deal, le pacte vert européen, avec cette notion de conditionnalité des aides, sur laquelle nous allons évidemment travailler, parce que vous recevez des aides dans le cadre du Green Deal et vous ne respectez pas les conditions écologiques de transition écologique qui sont fixées dans l'attribution de l'aide, c'est une fraude aux fonds européens. Des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, des sujets sur lesquels il faut qu'on se spécialise aussi un peu. Pour le moment, notre premier rapport d'activité est d'abord un compte-rendu assez brut de ce que nous avons fait avec quelques chiffres importants, les 929 enquêtes ouvertes, les 4 milliards d'euros en matière de TVA, les 260 millions d'avoirs criminels gelés.
Voilà, c'est ça le premier intérêt de ce bilan. Le deuxième intérêt de ce bilan, et ça aussi on est déjà là dans cette notion de politique pénale, c'est qu'on voit quand même des écarts importants entre les pays. Et les pays où il y a beaucoup d'affaires, des pays dans lesquels il y en a beaucoup moins. Des pays dans lesquels on voit bien que le parquet européen est une priorité politique avec des effectifs de procureurs européens délégués très importants, et puis des pays dans lesquels le parquet européen reste une priorité politique, mais l'équipe de procureurs européens délégués est plus modeste. Il n'y a pas de moyens. Des moyens qui sont plus limités. Alors, si on commence à rentrer dans le détail de l'effort qui est consenti dans chaque État membre en faveur du parquet européen, là, il faut le resituer dans un contexte plus large, qui est celui de l'effort national consenti pour la justice dans chacun des pays concernés. Aujourd'hui, la France, avec 5 procureurs européens délégués, se présente pas si mal que ça. D'accord ? Pourquoi les autres sont... Il y a encore moins. Des pays qui sont à 14. Parce que c'est ça, non, ils arrivent à 5. Mais c'est vrai que nous, on entend souvent parler d'autres pays où tu as des effectifs à 14. Où on a des effectifs. Ou à 20. Voilà. 20. Alors, deux choses. C'est d'abord à mettre, encore une fois, en rapport avec les moyens dont dispose la justice dans ces pays-là. Voilà. Vous connaissez tous les différents rapports de la CEPEJ, Oui. du Conseil de l'Europe. Moi, je me souviens quand j'étais magistrat de liaison à Berlin. C'était entre 2003 et 2007. Le moment où le premier rapport de la CEPEJ a été publié. Et le ministère de la Justice, à l'époque, le cabinet, avait découvert avec un peu d'inquiétude que les Allemands avaient un effectif de magistrats qui était le double de l'effectif français à population égale. Hein. Ça les avait tellement surpris qu'ils m'avaient demandé d'interroger mes collègues allemands, parce que j'étais au ministère de la Justice à Berlin, pour essayer de comprendre comment ils avaient répondu au questionnaire de la CEPEJ. J'avais dit, non, attendez, je ne vais pas aller les voir pour leur demander, parce que là, je pense que ma délégation en Allemagne va sans doute être écourtée. Par contre, je vais faire l'étude. Je vais vous la faire, l'étude. Et effectivement, c'est un rapport de 1 à 2. Voilà. Donc, avec au départ en Allemagne 11 procureurs européens délégués, là maintenant un peu plus, et finalement en France 5 procureurs européens délégués, on se retrouve d'une certaine manière dans ce même rapport de force. Par ailleurs, ça c'est l'autre sujet, évidemment, cet effectif a été défini en fonction du volume d'activité qu'on peut constater aujourd'hui. Est-ce que la France est plus vertueuse que les pays auxquels nous devons comparer, c'est-à-dire les deux autres grandes économies européennes, Italie et Allemagne? Le parquet européen est un parquet financier. Donc son activité nécessairement doit être indexée sur la puissance économique de chaque pays concerné. La France est, je me rappelle, la deuxième économie au sein de l'Union européenne depuis le départ du Royaume-Uni. Là, on touche à une autre réalité qui est l'efficacité du système de détection de la fraude aux fonds européens dans chaque pays concerné. Vous avez un rapport parlementaire extrêmement intéressant et toujours d'actualité publié en 2019 par le sénateur Patrice Joly, qui avait fait le constat que le système de détection de la fraude aux fonds européens en France est sans doute moins efficace que dans d'autres pays, et cela tient en partie au fait que le système d'attribution et de gestion des fonds européens
est complexe et que d'une certaine manière, la responsabilité finit par se diluer dans cette complexité. Donc, on est au début de cette mise en place du parquet européen avec un bilan d'activité qui, pour moi, est quand même extrêmement positif. Est-ce que vous permettez qu'on vienne à l'ère de la cité Oui. et à votre quotidien? Oui. Comment ça fonctionne une journée de procureur délégué, mise en examen, débat JLD, décision de renvoi devant une juridiction, vous allez plaider à la chambre de l'instruction, requérir, défendre vos actes. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de procureur à Paris? Alors, une journée de procureur à Paris. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les services de police? Oui. Alors, c'est totalement, intégralement la même journée qu'un procureur français. Et ça, c'est dans notre règlement. C'est l'article 13 de notre règlement. C'est une obligation réglementaire. Nous ne pouvons pas avoir moins de prérogatives et moins de pouvoirs qu'un procureur français. Et nous sommes, et je sais que Frédéric ne va pas être content, et nous sommes un juge d'instruction diminué. Pour avoir été juge d'instruction, alors c'est diminué par rapport à mon ego. Voilà, par rapport à mon ego de juge. C'est un procureur augmenté. Par rapport à mon ex-ego de juge d'instruction, je me sens diminuée. Par rapport à votre vision d'avocat, vous dites non, c'est magique. Je ne peux plus mettre toute seule sur écoute pendant 4 mois. Je ne peux plus saisir ou confirmer des saisies de soldes bénéficiaires de comptes courants réalisées par mes services enquêteurs uniquement en rédigeant avec une Marianne et je suis obligée d'aller chez le juge des libertés et de la détention, le JLD, avec une partition qui est très, pour moi visuellement, est très claire. Tout ce qui est acte intrusif, écoute, perquise, et tout ce qui est acte attentatoire à des libertés fondamentales, et la première d'entre elles, on oublie, le droit de propriété. Dès lors que je porte atteinte et je souhaite porter à l'atteinte à l'usus, à l'abusus et ou au fructus, je dois m'adresser à un juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, et je le cite souvent parce que c'est un rapport qui est public, c'est le rapport du Parlement européen qui a été fait en 2019, qui s'appelle How to Cope, comment gérer ou comment faire face à la complexité du procureur européen, de manière très claire. Nous devons appliquer, c'est dans notre article aussi 41 du règlement, les plus hauts standards de droits fondamentaux et de directives droits procéduraux, les plus hauts standards qui sont appliqués au niveau européen. Donc, si on parle concrètement, par exemple, sur l'accès au dossier, oui, où là, on a en droit français, même si la loi confiance, on va dire, un petit peu augmenté, allez, la fenêtre du contradictoire, sur, par exemple, l'accès au dossier, on n'a pas du tout les mêmes, on va dire, normes en ce qui concerne la charte des droits fondamentaux et finalement les règles de droit communautaire, et puis ce qui existe en droit français, où on n'a aujourd'hui toujours pas d'accès au dossier, en cas finalement de garde à vue, en cas de première, voilà. Droit à l'information, c'est conforme à la directive. Ben, je veux dire, c'est pourtant une matière qui a été harmonisée. Oui, c'est une matière qui a été harmonisée, mais par quoi? Par un instrument qui s'appelle une directive, qui donc a besoin d'être transposée en droit français. Et nous avons en droit en France toujours un peu l'idée de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce qu'on peut parler d'une des 5 directives qui est celle de legal aid, c'est de l'aide juridictionnelle? Absolument. Quand on se compare, et je ne vais pas citer des noms parce qu'on n'a pas le droit de naming and shaming, moi je suis très fière d'être française. Oui. Non, mais dans le paquet des directives que vous citez, il y avait des ABCDE, etc., c'était les 5. Dans ce paquet-là, ne parlons même pas des droits des mineurs. Attendez, mais je vous le dis parce que, et ça je voudrais le dire, nous sommes une caisse de résonance. Nous sommes une caisse de résonance. Nous, en tant que procureur, on ne fait pas face, mais nous sommes une caisse de résonance. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, effectivement, si on parle concrètement des droits possibles, de ce que nous, par exemple, en tant qu'avocats, on demande dans les dossiers en application de ces directives transposées, c'est par exemple la traduction des, entre guillemets, pièces essentielles du dossier. Et là,
Et là, nous, dans le cadre du parquet européen, on s'est posé une question en discutant entre nous. On s'est dit, parquet européen, possibilité aussi d'enquête transfrontière, transversale à plusieurs États membres. Et donc, quid dans ce cas-là de cette demande de la traduction des pièces essentielles et tout? Comment est-ce qu'on peut articuler les choses? Est-ce que vous avez déjà été confronté au problème? Alors, très concrètement, comment ça se passe? D'abord, traduction des pièces essentielles. La summa divisio que moi je fais actuellement, et je ne sais pas si on la valide ou pas, c'est les pièces qui émanent de moi, que moi je rédige, et que je dois rédiger en anglais puisque c'est ma langue. Je les traduis, et je les traduis moi-même, et je mets traduction libre. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'à moins d'être une folle perverse, je ne vais pas mal traduire ce que j'écris moi-même. Non, bien sûr. Voilà. Là, après, ça, je veux dire, ça relève d'un autre champ de problématiques. En revanche, les pièces qui, elles, émanent de tiers, et où là, bien que je sois parfaitement objective et qu'on ne puisse en douter, il y a quand même cet tirage où là, c'est un tiers et ce sera auquel je fais appel. Les choses doivent être très claires. C'est pour l'instant comme ça que nous fonctionnons. Ce que moi je crée comme droit, je le mets dans la langue, je veux qu'il soit créé ce droit. Voilà. Dites-vous aussi dans votre question, alors le pièce d'accès au dossier. Ça aussi, pièce essentielle du dossier. Il y a le fantasme, il y a la réalité. La réalité, elle est que je n'ai jamais autant motivé dans ma vie de magistrat français mes décisions. Que ce soit mes décisions de mise sur écoute, que ce soit mes décisions d'exécution des mesures que me demandent mes collègues. Mais vraiment, enfin, je vous dis... La contrepartie, c'est celle du contrôle que vous ouvrez de l'acte. Du contrôle de l'acte. De manière très concrète, s'agissant des saisies, et avant même qu'il y ait la jurisprudence française, ma cote saisie, ou les codes saisies que je vais faire de tiers en France à la demande de mes collègues, il y a une cote, elle est motivée, il y a une traçabilité. Et croyez-moi, sur parole, les concepts de traçabilité, d'admissibilité dans les dossiers, vous, avocats français, mais vous savez que dans tous les États membres de l'Union européenne, c'est extrêmement important, c'est des questions juridiques qui se posent de manière avec une acuité particulière, et de nouveau, nous sommes une caisse de résonance sur le sujet. Je veux dire par là, on n'enlève pas quelque chose, on offre une discussion et une mise en lumière de ces problématiques comme si c'était une caisse de résonance. Et tu voulais dire quelque chose sur... Eh oui, pourquoi est-ce que toutes ces décisions de Cécile Soriano dans ces dossiers sont motivées? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'avant d'être lues par l'avocat, elles seront d'abord lues par moi, c'est-à-dire par le procureur européen qui est chargé de la supervision de toutes les enquêtes ouvertes dans son État membre. Mais pourquoi est-ce que le procureur européen les nie, les motivations beaucoup trop longues de Cécile Soriano? Parce qu'ensuite, il va devoir les défendre devant la Chambre permanente. Voilà. Ça, c'est l'autre point, si vous voulez, au-delà des premiers chiffres d'activité qu'on peut vous indiquer. L'autre vrai succès du parquet européen, c'est tout simplement que ça marche. C'est-à-dire qu'il a déjà démontré son efficacité au niveau opérationnel. Alors, comment ça marche au niveau de l'Office central? Puisque toutes les décisions d'action publique dans les dossiers sont prises au niveau central par les 15 chambres permanentes qui ont été constituées, qui sont toutes composées de procureurs européens. Donc 22 pays participants, 22 procureurs européens, 15 chambres permanentes. Donc vous avez des procureurs européens qui participent à plusieurs chambres permanentes. Moi, je préside une chambre permanente et je suis membre d'une autre chambre permanente. Les dossiers, d'abord la première décision qui est prise, étant rappelé que ces dossiers sont attribués à tour de rôle aux chambres permanentes. Le système garantissant une indépendance totale de la chambre permanente à l'égard du pays dans lequel l'enquête est ouverte, puisque dans la chambre permanente qui sera saisie de dossier, vous aurez 3 procureurs européens qui n'ont eux-mêmes aucun lien avec le pays dans lequel l'enquête a été ouverte. Autrement dit, une enquête est ouverte en France, je suis procureur européen de supervision, je vais aller rapporter le dossier,
devant une chambre permanente qui sera composée d'un président allemand, d'une assesseure autrichienne, d'une assesseure estonienne. En cas d'urgence. Peu importe l'urgence. Le système continuera à fonctionner avec, que ce soit dans un cas Non, je d'urgence. parle d'une saisie sur une affaire qui est en cours, avec des individus qui ont été identifiés. On vous saisit. Le temps va compter pour les interpeller. Ce mécanisme semble lourd. Pas du tout. Vous allez... On l'a exactement éprouvé. Alors là, pour le coup, c'est un système qui en réalité est déjà éprouvé. D'accord. Okay. Et qui fonctionne très simplement avec une très grande fluidité. Et puis dites-vous que notre règlement prévoit que le juge, enfin le magistrat national saisi doit s'abstenir de faire des actes d'investigation au moment où on s'estime compétent, sauf ceux qui sont nécessaires, bien sûr. Je vais vous donner un cas très pratique. Et on ne va pas interrompre des balises parce que je vais me saisir. Les balises, elles continuent à fonctionner. Et moi, je me dépêche d'évoquer, de prévenir Frédéric. Et il y a, dans la même journée, il faut faire vite, et c'est sûr qu'il faut être à disposition. Vous êtes en capacité de gérer. Dès que mon collègue se dessaisit et fait une ordonnance très traditionnelle de dessaisissement, je fais suivre les balises derrière ou les actes, comme vous appelez les actes. Vous avez raison de poser la question, parce qu'on aurait pu imaginer que ce parquet européen, quand on lit le règlement, que ce parquet européen serait une bureaucratie épouvantable. C'est 15 chambres permanentes, les 22 procureurs européens. Et en réalité, ça fonctionne de manière extrêmement simple. D'accord. Alors moi, je traite comme dans ma chambre, comme président, je traite, on a 3 ou 4 audiences par mois. Je traite chaque fois entre 10 et 15 dossiers. Ça va extrêmement vite. Ça prend une matinée. Donc, il y a des demandes qui sont rejetées. Bien sûr. Il y a des demandes il y a par exemple des décisions de non-évocation du dossier prises par un procureur européen délégué qui sont infirmées par la Chambre permanente qui décide au contraire de se saisir du dossier. Alors ça, c'est très particulier parce que c'est un système très différent de ce que vous connaissez en France. On ne va pas dire qu'on est dans un système de légalité des poursuites pures à l'italienne, mais on n'est pas non plus dans un système d'opportunité. Je n'allais pas dire la défiance, mais l'idée est telle, c'est que la Chambre permanente, si je poursuis, ne peut pas me contredire. En revanche, si je ne poursuis pas, elle peut m'imposer de modifier ma décision, soit d'ouvrir une enquête, soit d'évoquer le dossier. Et c'est le seul cas. Moi, je voulais juste savoir, finalement, il y a un certain nombre, donc ce que vous disiez, c'est que vous êtes obligé de demander finalement l'autorisation au JLD, puisque vous disiez, je suis finalement un procureur augmenté ou un juge d'instruction. Un juge d'instruction diminué. Voilà, vous êtes obligé d'aller voir le JLD. Quand on connaît les moyens de la justice, moi, la question, c'est quels sont vos rapports avec les JLD et finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment contrôler, alors même qu'ils font ça au milieu du reste de leur fonction. Alors, parce que vous êtes hyper compétents, spécialisés, vous êtes les procureurs, mais vous arrivez dans un système qui est déjà saturé. Donc, vous savez que si je ne me trompe pas, il y a 9 JLD. Voilà, alors ça. D'abord, je vais rajouter à votre interrogation, ce n'est pas les JLD, ou plus exactement, c'est les JLD du tribunal judiciaire de Paris. Premier point. Le deuxième point, écoutez, c'est pas difficile, et Frédéric, c'était avec un choix coordonné. Nos premiers interlocuteurs, avant même d'aller voir nos services d'enquête, voyez-vous, ça a été les avocats et le service du JLD. Parce qu'objectivement, autant la montée en puissance du parquet européen, elle avait été à peu près pressentie. On avait vu, tiens, il y a ces gens-là, des procureurs, et puis des juges d'instruction, non, des procureurs augmentés. Mais de se dire, mais finalement, le JLD va être l'arrivée, pas seulement des procédures parisiennes, parce que quand on a des évocations, elles viennent aussi, bien sûr, d'autres États. Non, mais d'autres tribunaux. D'autres tribunaux. Bien sûr. Alors, on a eu un accueil extraordinaire, une prise de conscience et une perception des enjeux immédiate, une collaboration à la fois faite de dialogue sur la mise en place et je dois dire aussi d'indépendance de la part du JLD, notamment oui, c'est complexe, mais vous allez prendre le temps de nous l'expliquer avant qu'on fasse voir ce que vous nous demandez. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que je motive et c'est important à tous les niveaux. Au niveau
de ma chambre permanente et du degré d'exigence de certains présidents et de certains membres de ma chambre permanente, parce que c'est des magistrats d'autres États membres, mais aussi à l'égard du JLD. On ne peut pas arriver en me disant oui, c'est des fraudes PAC, 3 règlements européens, c'est compliqué, un petit tampon. Pas du tout. On a une vraie obligation de motivation. S'agissant de la saturation et des moyens, moi je mentirais en vous disant que on ressent. Pour l'instant, je dois dire, c'est très fluide. D'accord. J'ai pas de délai, j'ai pas de. Je sais pas si vous avez dit. Voilà, pour nous, ça fonctionne bien. J'ai pas eu à me plaindre et au contraire. Mais Et ils ont une formation parce qu'il y a quand même la partie environnement. alors, Et dans la partie environnement, il y a quand même une partie formation que vous allez devoir avoir parce qu'il y a quand même une certaine technicité dans la fraude au niveau, on va dire, environnemental, puisque vous parliez du respect des critères de l'environnement. Pardon, mais qu'est-ce qui est compliqué? Je pose la question. Non, mais le jour, alors un magistrat environnementaliste, oui, on fait appel à des expertises. Okay. Mais n'oubliez pas, pour l'instant, nous ne sommes encore que le financier. Je veux dire, la difficulté, elle est de savoir, il y a une aide obtenue pour le traitement des déchets. Est-ce que votre usine à retraitement des déchets, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait faire ou pas? Et si ce n'est pas fait, est-ce qu'il y a une intention coupable? Bon, après, sur l'évaluation des critères, et de toute façon, tout le monde fait appel à des experts. Il n'y a pas un magistrat en France. C'est comme si vous me demandiez pour faire des autopsies. Non, non, mais voilà, c'est pareil, malheureusement. Non, et puis, il faut qu'on sorte aussi un peu de cette vision quand même très nationale, qui consiste à penser que le seul système de droit possible au monde est le système français. Alors, au contraire, même, je dirais qu'on pourrait quelquefois s'inspirer des droits comparés. Ce que je comprends de ce que Mme Soriano vient de dire et sur quoi vous embrayez, c'est qu'effectivement, vous êtes confronté aussi à des standards d'analyse juridique et d'exigence et d'interprétation de textes totalement différents qui font que là, on est complètement dans cette idée d'hybridation des droits, de construction d'un droit qui, à partir de confrontations d'expériences nationales différentes sur l'interprétation de règles européennes qui plus est, aboutit à la construction, à l'émergence aussi d'une autre manière de voir et d'un droit. Et c'est ça que je trouve fascinant et intéressant. Et j'avais demandé s'il y avait un bilan là-dessus et si ensuite tout à l'heure vous avez posé. C'est un peu trop tôt encore pour avoir une vue un peu générale. Mais l'expérience que moi j'ai, quand par exemple Cécile Soriano ordonne une interception téléphonique, vous voyez, moi, après, je passe devant la chambre permanente pour d'abord justifier la décision initiale et puis alors surtout pour justifier ensuite le maintien. Pour chaque acte? Pas pour chaque acte. Comment ça se passe? Première étape, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas le dossier? D'accord. Hein? En anglais, if it's worth it, I'll take it. D'accord? Si ça vaut le coup, on prend. Bon. Ce qui, comment dire, permet d'assouplir un peu le principe de l'égalité auquel on est soumis au départ. Sachant, mais vous le savez, qu'il n'y a pas de principe de l'égalité intégrale, de même qu'il n'y a pas de principe d'opportunité intégrale et qu'en réalité, dans la pratique, les deux systèmes sont assez proches finalement l'un de l'autre. Premier temps, une vérification faite par la procureure européenne déléguée sur la base des informations qu'elle a reçues. Elle propose d'ouvrir le dossier. Là, on en prend acte, puisque, par définition, ce n'est pas une mesure qui va restreindre la capacité à agir du parquet européen. Le dossier n'a pas l'air très compliqué. On va fixer un monitoring à 6 mois. Donc, 6 mois plus tard, le procureur européen délégué va produire un rapport d'étape, un rapport d'action publique assez détaillé qu'elle aura transmis à la Chambre permanente à l'avance pour lui permettre d'en prendre connaissance réellement. Et ce rapport sera présenté par le procureur européen du pays concerné. Si l'affaire est un peu plus sensible, pour un tas de raisons possibles, par la nature même de l'affaire ou par la nature des actes qui ont été ordonnés. Par exemple, les interceptions téléphoniques. Là, le monitoring va être un peu plus strict, un peu plus resserré. Et nous devrons justifier non seulement
le fait que nous avons ordonné au départ une interception téléphonique, mais ensuite que nous avons fait le choix de maintenir cette interception. Et on va me poser la question, alors, sans, comment dire, avec un niveau d'exigence qui n'est pas extraordinairement élevé, mais la question va être posée au moment de l'audience devant la Chambre permanente. Et je vais devoir justifier la nécessité de maintenir cette mesure d'interception téléphonique. Donc, vous voyez que là, il y a un vrai débat qui va se faire dans la conduite de l'enquête, dans la direction d'action publique, dans chacun des dossiers suivis par le parquet européen. Si on va plus loin, c'est presque une forme de contrôle de l'enquête, en fait. Ah, mais ce n'est pas une forme, c'est un contrôle de l'enquête. OK. Donc là, aujourd'hui, non, mais parce que... Puisque la direction d'enquête appartient à la Chambre permanente. Voilà, super. Il y a aussi le contrôle de l'enquête possible en droit interne par la Chambre d'instruction. À un certain niveau ou pas? Bah, il y a l'appel. Il y a Oui, l'appel, voilà, c'est ça. Par exemple, je ne suis pas content de votre mode opératoire. Je saisis la Chambre de l'instruction sur l'article 221.3. Puis voilà, j'ai fait les demandes d'actes, ça ne va pas. Je fais toute une demande à la Chambre. La Chambre française, parisienne, est compétente. Oui, mais vous faites des demandes d'actes. Je fais une demande d'acte. Normalement, sauf de nouveau, hors perversité totale, quoi, toutes vos demandes d'actes, je les ai normalement intégrées dans mon dossier. Et normalement, ma chambre permanente, si elle fait bien son boulot, elle doit me dire, mais là, les demandes de l'avocat, Mme Soriano, vous êtes assise dessus quand même depuis quelques temps. Et je pense que Frédéric Bab n'attendra pas 6 mois pour me dire, c'est quoi c'est quoi? Pourquoi? Comment ça se fait que ça n'a pas été traité? Il y a du contradictoire en droit processuel devant la Chambre de l'instruction. Mon interlocuteur est le procureur français parisien. Mais devant la Chambre, je n'ai pas de contradictoire. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un contradictoire dans un parquet français lorsque le procureur français appelle ses substituts, convoque ses vice-procureurs en disant, dites donc, le règlement là, du cabinet de tel juge d'instruction, ça fait quand même 1 an que vous l'avez sous le coude, il va peut-être falloir le sortir là. Est-ce que vous avez un contrôle sur ça? Est-ce que vous participez à la réunion de service du parquet national financier tous les lundis matins ou tous les mercredis matins? Est-ce que vous participez aux réunions après les permes de week-end que dans tous les parquets de France on a sur les orientations que vous avez pris le week-end et que votre procureur vous souffle? Ça, c'est l'organisation judiciaire. Bon, non, moi je suis alors, je suis constitué pour vous. J'ai un client qui a été mis en examen. Vous avez des mis en examen déjà ou il y en a déjà? Oui. Bon, vous avez des détenus? Il y a des procédures d'appel. Vous voyez, pour nous, on vient sur la planète Mars. Vous avez des débats à la Chambre de l'instruction? Non, pas d'appel. Pas notre fête. Non. Nous, on était prêts, on était chauds comme la braise pour y aller. L'avocat n'est pas venu. Un refus d'acte, on est devant la Chambre de l'instruction. Vous venez à la Chambre, vous vous installez où d'ailleurs? On s'installe là où l'avocat, oui, l'avocat général. D'accord. Et alors, autre avantage, si l'avocat général... Oui, parce qu'elle est aussi avocate générale en réalité. Le sketch habituel du procureur, enfin, je l'ai fait dans les deux sens. Ah, ce juge d'instruction, c'est ni fait ni à faire, moi, c'est terminé. Vous dites, bah, non. Il est là. Oui, Madame l'avocat général, vous étiez aussi la proc il y a 3 jours dans ce dossier. Et vous êtes aussi la juge d'instruction d'il y a 1 semaine, quand je suis venue vous demander un acte et que vous m'avez fermé la porte de nez en disant que vous aviez autre chose à faire. Quel est l'accueil des membres de la Chambre de l'instruction? On a parlé des gilets clés, ça se passait bien. Ils sont un peu surpris, non? Oui, mais comme toute institution, non, mais plutôt un très bon accueil, plutôt, je veux dire, à la cour d'appel, une adaptation. Non, mais ils nous intègrent dans leur circuit. Non, moi je trouve que c'est plutôt fluide. Non, mais je disais ça tout à l'heure pour répondre à votre remarque sur ces phénomènes d'acculturation qu'on commence à observer. C'est intéressant parce que finalement, dans une chambre composée de 3 procureurs européens issus de trois ordres juridiques nationaux différents, à la fin, on revient à des idées simples en fait, à des principes de base. En effet, une mesure d'interception téléphonique, elle ne peut pas être prolongée indéfiniment, surtout si elle n'apporte rien, si elle ne se justifie pas au regard des objectifs qu'on s'est fixés dans l'enquête. De même, on commence à voir certaines enquêtes qui tardent vraiment à démarrer. Vous avez des systèmes de droit dans lesquels l'enquête de police est très longue.
et le procureur intervient tardivement, Mmh. hein, plutôt vers le nord de l'Europe. Bon. Et là, à un moment donné, on commence à mettre le procureur européen du pays concerné un peu face à ses responsabilités, en lui disant quand est-ce que cette première phase va être terminée. Donc, il y a ce parquet européen dans sa direction d'enquête, dans la manière dont il exerce les poursuites, parce qu'évidemment, la décision finale sur l'exercice des poursuites est soumise à la Chambre permanente, ça va de soi. Par exemple, on a eu récemment, avec Cécile, notre première décision de classement sans suite, hein. Donc, elle justifie son classement sans suite sur plusieurs pages, hein. J'en prends évidemment connaissance, je fais mes observations, qui étaient extrêmement favorables à la décision de classement sans suite, et le tout est discuté ensuite devant la Chambre permanente. Oui, en sachant que malheureusement pour moi, contrairement à l'habitude, c'est pas un classement 21, un FRAC, un SUF, caract. Voilà, ça a été beaucoup plus motivé qu'un FRAC, un SUF, caract. Alors justement, On a dans nos. J'ai dû Non, mais ça- motiver pourquoi et c'est comment, intéressant. etc. On arrive au règlement. C'est la question. Ah bah ça par contre, on n'en a pas encore eu. Vous n'avez pas encore eu Non, le. mais ça, c'est la réglé situation. par le code. Quand vous êtes venu le 21 mars de l'année dernière au CNP, vous avez interrogé là-dessus. Ouais. Quelle est cette schizophrénie, pardon, dans laquelle vous allez vous trouver à la fin de l'enquête? Donc Mais pour l'instant, vous pourquoi n'avez pas vécu. Pourquoi une Et schizophrénie? pourquoi schizophrénie? Au contraire, on redevient normaux. Vous voyez? C'est-à-dire que tout simplement, le procureur clôture son enquête et nécessairement, il doit régler son Il y a dossier. des procédures où il y a de la bagarre entre le juge d'instruction et le parquet au moment du règlement où ils ne sont pas d'accord et finalement il y a deux cerveaux qui regardent le même dossier, qui n'ont pas la même analyse. Là, vous êtes ça. Oui, alors là quand même, moi je veux un avocat. Et que disent les avocats au sujet de du fait qu'il y a un regard croisé? Vous avez dit regard croisé, Non, mais attendez. on va enregistrer parce qu'on va l'envoyer à nos collègues nationaux. Alors comme ça. C'est l'article Ouais, d'accord. 184. À charge et à décharge, vous devez régler. Tout à Et fait. dans votre ordonnance, vous devez. Le juge français ne le fait plus. Il ne le fait Ah pas. voilà, non, parce Il y a que deux, quand trois même, décisions. sinon. Non. Aujourd'hui, Ben là, il n'y a plus ça. on est revenu Il n'y a, au plus- copier-coller. il y a plus On est quand revenu au vous quand vous venez voir le juge d'instruction, sortez mon client. Bon, avec Voilà. votre institution. Je peux j'en pas, sais c'est rien, le ça. parquet. J'en sais rien. Donc vous n'avez pas encore été confronté à ce problème. Juste Oui. à l'époque, on en avait parlé, de cette idée de finalement, vous aviez dit, pour nous c'est assez clair, on passe de l'enquête préliminaire à l'instruction en fonction du critère. Non, mais quand on s'était vu, il n'y avait pas de critère, dans la loi, il n'y avait pas de critère, on m'avait dit finalement le critère c'est les indices graves et Non, il y a, Non, il y a c'est pas les ça. articles. Non, il y a les articles qui disent que pour réaliser un certain nombre d'articles, tels qu'une mise en examen, tels Ça, que j'ai des vu, oui. confrontations, C'est ça. donc là, on n'a pas le choix. Tout à fait. On parlait de ce qui est l'accès au dossier. Mhm. Et je disais, l'accès au dossier, il va être très exactement le droit d'accès au dossier qui est donné par le cadre juridique français. C'est ça. Et dans le cadre juridique français, ce qui donne accès au dossier d'information, c'est la mise en examen. Tant que votre client n'est pas mis en examen, on peut instruire pendant des mois, voire des années pour certains collègues. C'est ce qui se passe. C'est ça ce que j'aime. Voilà. Oui. Mais que ça ne vous retirera rien par rapport, mais ça ne vous donnera rien de plus que chez un juge d'instruction traditionnel sur ce point-là. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'en termes procédural, il n'y a pas de, alors même qu'on est sur la charte, on est sur des droits plus importants, je dis bien pour le garder à vue, le mis en examen, dans le droit européen, vous restez sur je suis en enquête ou je suis à l'instruction et je reste sur mes droits français. Mais C'est ça, ma question. de nouveau, ainsi qu'on l'a indiqué, le basculement, il y a des règles qui sont dans le règlement européen. Et tout ce qui n'est pas dans le règlement, il y a un renvoi aux procédures nationales. Moi, je ne peux pas faire des enquêtes, j'allais dire, contra-légales. Je ne peux pas les faire contra-règlement européen, ça c'est une certitude, mais je ne peux pas les faire contra-légales. Aujourd'hui, le cadre français, jusqu'à ce qu'il n'ait pas été modifié, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une décision de la CJCE et qui, dans d'autres domaines, est intervenu, a permis par exemple de modifier les règles en matière de garde à vue, est allé au-delà des... J'applique. Je ne suis pas juge de la
j'allais dire, de la conventionnalité européenne. Ça, donc vous êtes Oui. obligé d'être tenu par Je ne peux pas le cadre français, mais nous pourrions, nous, avocats, Voilà. on pourrait nous revendiquer qu'en réalité, vous ne seriez pas tenu par ce cadre français, parce qu'étant procureur européen, vous pourriez être tenu par un cadre Ça, ce sera. Non, mais c'est juste une... Ah, mais non, mais c'est pas juste, vous avez parfaitement bien défini. D'accord. Ça s'appelle une question préjudicielle. Voilà. Non, mais c'est vrai que je ne... Voilà. Comme quand on est juge d'instruction, on n'est pas la chance, c'est-à-dire je ne peux Tout à pas fait. m'auto-trouver Oui, des tout à nullités fait, dans j'ai mon compris. dossier. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche que j'ai là, vraiment c'est moche. moche. Je cancelle moi-même, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas non plus D'accord. m'auto Non, mais j'ai compris. faire tout, quoi. Non, mais du coup, ça sera certainement des Alors, questions qui vont se poser. C'est des questions qui vont se poser. C'est un règlement qui, je vous assure, nous, tous les jours, on se pose des questions. Bien Vous sûr. n'avez même pas le commencement du début pour tout. Et pour le coup, la question préjudicielle, elle va rendre service à tout le monde. Bien sûr. Parce que moi, je voudrais vraiment vous dire, et croyez-moi sur parole, dans des dossiers de grande complexité, jamais je n'aurai le courage, je le dis, d'aller à l'audience sans savoir exactement ce que me prépare l'avocat. Bien sûr. On n'est pas dans des dossiers d'alcoolémie, des discussions, il a un 8, il a un 6, et pourquoi, et comment il a besoin de la voiture pour... c'est quand même des dossiers d'une complexité quand même conséquente. N'étant pas masochiste, franchement, je n'irai pas me faire allumer à l'audience de manière très claire. Alors, cela étant dit, cette loi de transposition française qui écarte le juge d'instruction du champ de compétences du parquet européen. Moi, j'en ai un souvenir un peu précis de ce débat-là en France, puisqu'on l'avait déjà lancé à l'époque avec Christiane Taubira en 2013. J'étais son conseiller diplomatique. C'est le premier point que j'ai traité, que j'ai fait trancher par la ministre. Cette loi de transposition est bien faite. Elle est bien faite parce qu'elle écarte le juge d'instruction, mais elle conserve l'information judiciaire, c'est-à-dire finalement le cadre d'enquête qui vous offre, vous, le plus de garanties, le plus de droits possible, en redistribuant donc les pouvoirs entre le procureur européen délégué et le JLD, qui lui aussi se trouve augmenté dans ses pouvoirs et ses prérogatives. D'où la crainte qui a été exprimée par certains, qui est de dire à terme, c'est la mort du juge d'instruction. Pour la procédure Pour la française. procédure française. Ou la renaissance. Ou la chance. Ou la renaissance. Ou la chance. Voilà, c'est... Bah, mettez-vous d'accord, alors c'est la mort ou la Non, renaissance. mais ce que je veux dire, c'est que là où Le phénix. Non, mais ce qui est vrai, c'est que à terme, ce qui va arriver là, ces procédures vont amener à réfléchir forcément, mais c'est vrai, j'imagine, dans tous les pays, vont forcément amener à réfléchir entre la coexistence de ces deux régimes procéduraux. Et donc en France, où là, il y a les états généraux dont il n'y a que les journalistes qui savent ce qu'il y a dedans, puisque nous n'avons toujours pas le droit d'avoir enfin le contenu des états généraux. Donc je ne sais pas ce qui sortira des états généraux en matière pénale. Mais vous savez qu'une des discussions a été soit la fin du juge d'instruction, c'est pas vers ça qu'on s'oriente, soit un juge de l'enquête. Et quand on voit ce qui se passe là dans nos discussions avec le parquet européen, et par exemple l'obligation de motiver des classements sans suite, le fait d'avoir cette chambre de contrôle, forcément, il y a un moment où il va y avoir une discussion qui va s'engager sur éventuellement ce qui peut être un intérêt à l'amélioration ou à un changement de modèle dans le droit national. On ne peut pas rester totalement hermétique dans une pratique qui est quand même une pratique quotidienne de vous fréquenter un JLD qui a les deux casquettes. Vous êtes parquet européen, donc c'est super, mais vous allez à la chasse qui a une autre casquette et vous allez chez le JLD qui lui-même continue à pratiquer son petit droit national. Il faut rappeler que nous avons un statut d'indépendance totale. Ah oui, non mais... Revenir à l'instant sur l'accès aux pièces, c'est là. Moi, je lis l'article 7 de la directive qui est sur l'accès aux pièces. Le 2 de l'article 7, les États membres veillent à ce que les suspects, l'article 1, c'est les personnes détenues. Les suspects, donc pour nous, c'est le témoin, c'est l'audition libre. Voilà. C'est gardé à vue. Gardé à vue, il est déjà sur un statut un peu plus... Si vous trouvez la définition. Pour moi, suspect, ça commence, voilà, c'est très large. Donc,
veille à ce que le suspect ou les personnes poursuivies ou leur avocat aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge. Comment on fait? Comment on fait? Bah, Vous pouvez parler. écoutez, C'est la question, c'est les Non, questions. mais attendez, là. ouais. Cette directive, elle a été transposée en droit français. Est-ce qu'elle a fait le... Et moi, nous sommes dans un cadre Alors, d'enquête on va engager- qui est on va conforme. engager une Gérard, procédure en c'est droit. pour ça. Non, mais c'est la question On va engager une qui procédure pourra en se droit, parce poser. que C'est les le droit français ne questions permet pas. préventives. C'est pour ça que c'était intéressant. Votre arrivée, moi je la trouve très intéressante. Elle va nous obliger à repenser la procédure pénale. Et D'où l'intérêt du voilà. webinaire. Quand je vois ça, je me dis, notre problème d'enquête préliminaire, on n'a pas accès à la procédure. L'article 7 de la directive, deuxièmement, dit que Écoutez, ça a toujours été mon rêve d'être à la Cour de justice, mais je n'y suis pas malheureusement. Mais on va Maintenant, poser si des vous avez, voilà, si essentielles. vous pouvez m'aider à y C'est accéder, ça, on aura voilà. une immense Non, reconnaissance. Mais de là, Cela dit, à moi, je suis d'accord avec vous. Ce programme d'harmonisation à l'époque qui est déposé sous présidence suédoise, c'est le moment où moi, après la présidence française, donc j'avais fait la présidence française en 2008, je sors de la dépression profonde dans laquelle j'étais plongé après la présidence française, parce que le dernier jour, vous devez rendre la clé du camion, et c'est évidemment insupportable. Et vous ne supportez pas celui qui vous succède à la présidence des groupes de travail. Bon. Donc, je suis lentement sorti de cet état dépressif avec la présidence suédoise qui a donc déposé ce programme d'harmonisation, qui effectivement est un progrès important. Et en même temps, on voit aussi que ces différents points d'harmonisation, le droit à l'avocat, l'accès au dossier, bon, le droit à l'interprète, le droit à la traduction, sans même parler d'aide juridictionnelle, c'était déjà difficile, très difficile à négocier. J'en ai quand même un souvenir assez précis, et encore plus difficile à Moi, je transposer. me souviens de la transposition à laquelle j'ai participé à la chancellerie en 23 décembre, à une heure complètement dingue. Donc, C'est des choses je qui vois très passent. bien le problème. Ah, Alors, c'était juste, très bien. et moi j'avais Passionnant. une question. Ah, pardon, vas-y. est-ce que vous avez encore du temps? Oui, bien sûr. Non, mais on va. Non, mais après, c'est vrai. Non, juste moi j'avais une petite question. Là, c'est plus une question de statut, mais peut-être que finalement, c'est pas un sujet. Si je comprends bien, en fait, là, c'est finalement les chambres permanentes qui font un peu la direction de l'enquête, c'est-à-dire que non, mais vous venez justifier, motiver ces demandes, et ensuite la chambre, monitor. elle monitor. Je ne sais pas comment dire en anglais, en français, mais disons que, alors on ne va pas dire diriger, on va dire superviser. C'est un calendrier que vous avez. C'est encore mieux, elle demande un calendrier. C'est bien. Oui, mais il y a quand même une responsabilité de direction procédurale quand même. Elle ne dit pas faire ceci, Non, elle ne mais dit elle pas peut- assurer. Non, mais vous veniez de dire tout à l'heure, elle peut vous dire, ah dis donc, Vous avez dit- pourquoi ça, vous l'avez pas fait? Pourquoi sur des actes d'enquête Idem sur le choix de la juridiction de renvoi, c'est-à-dire de l'État membre. En tout cas, il y a une qui va- supervision oui, procédurale. d'accord. J'ai eu un dossier comme ça là, récemment. Le choix de la juridiction compétente est motivé sur plusieurs pages. Un de vos collègues, ben oui, C'est pas simple. et puis on est obligé de le faire. Bon, parce que ça devient ensuite une pièce de procédure. C'est une décision qui va être versée au dossier de la procédure concernée. Hein. Un de vos collègues, c'est un avocat allemand, lors d'un colloque organisé par le ABA, le American Bar Association, me dit avec beaucoup d'arrogance que en fait le parquet européen ça va donner libre cours au forum shopping. Et je lui dis écoutez camarades, la prochaine fois vous allez venir dans la chambre permanente, je vais vous montrer comment on motive nos décisions lorsqu'il y a un choix à faire entre deux pays, entre deux ordres juridiques possibles. C'est pas du tout un forum shopping, on fait pas ce qu'on veut. On est tenu par des règles qui sont très précises et on doit motiver au fond le choix que nous faisons de renvoyer un dossier devant telle ou telle juridiction, devant tel ou tel pays. Ben donc, si je reprends ce que je disais, on est bien d'accord que du coup, vous avez en quelque sorte, je ne sais pas comment vous traduisez monitoring, mais vous supervisez
la direction procédurale prise par Madame Soriano, par exemple, dans les chambres permanentes. Moi, ma supervision, elle est extrêmement amicale. Non, mais j'en doute pas. On dialogue. Non. Hein, on se parle, c'est ça ma supervision. Par contre, la chambre permanente, c'est pas une supervision. Hein. Là, c'est une direction d'enquête. Bon, donc. In fine, c'est la chambre permanente qui décide. Et en même temps. C'est pas Soriano. Voilà. Et en même temps, Madame Soriano, elle dépend disciplinairement de la chambre permanente. Disciplinairement, non. Non, quel est le rattachement disciplinaire? Sur mes performances professionnelles, ça va être évalué. Parce que c'est quoi le disciplinaire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je dis d'un côté. Non, mais je dis comment on peut avoir un peu d'autonomie si d'un côté celui qui super. Mais c'est peut-être pas une question. C'est pas la chambre permanente parce que ça serait que la journée dans un autre cadre là. Oui, alors c'est un sujet de comment j'arrive à garder de l'autonomie tout en ayant quand même au niveau, on va dire, statutaire et disciplinaire, la même entité, mais peut-être que je me gourre, je me trompe. Tu veux partir, toi, de savoir s'il y a indépendance, pas indépendance, quel est le degré d'autonomie, en fait. L'indépendance. Alors, c'est une question importante. C'était pas le même avocat, c'en était un autre, mais ils avaient un peu la même inspiration tous les deux. C'est un truc. Je les connais pas. Il me disait, mais en fait, vous n'êtes pas indépendant. Il n'est pas indépendant, votre procureur européen délégué, puisqu'il peut recevoir les instructions de la chambre permanente. Alors que vous avez des systèmes de droit, par exemple, où l'indépendance des procureurs est absolument radicale. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas soumis à l'autorité du chef du parquet. Hein. Bon. J'ai dit, mais non, là, vous vous trompez. La question n'est pas de savoir si Soriano est indépendante. La question est de savoir si le parquet européen est indépendant. C'est-à-dire la chambre permanente qui va donner les grandes directives et la direction d'enquête, si elle est ou non indépendante. Et là, elle l'est absolument, de manière absolue. Si on devait transposer en droit interne, finalement, à la création du JLD, le JLD, lorsqu'il était saisi du contentieux de la détention, souvent, il disait, attention, il va falloir, je rejette la demande de mise en liberté, mais il faudra organiser une confrontation. La chambre de l'instruction, l'article 221, on se plaint de retard, de manquement du juge d'instruction. C'est la chambre de l'instruction qui dit, vous allez devoir faire ça, ça. Eh bien, finalement, ce système ne marche pas en droit français. Votre système, semble-t-il, il est vertueux. Ah, mais il est très vertueux, et surtout, il y a des délais qui sont sacrément serrés. La vérification d'informations, c'est 20 jours. Ça peut être prolongeable, mais ce n'est pas prorogeable, attendu que la charge de mon cabinet ne me permet pas de remplir. Ah ben non, mais je l'ai fait. Attendu que la charge ça ne marche pas. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne va pas entrer dans ce genre de considération. Non, mais ça n'existe pas. C'est une motivation de dire pourquoi. Et parfois, il y a des cas objectifs. Entendre quelqu'un, je suis désolée, mais dans 20 jours, la personne n'a pas autre chose à faire. Vous voyez, en fait. Donc, et après, attendez, pour l'évocation, c'est 5 jours. Ça veut dire que c'est 5 jours pour toute la procédure. Ça veut dire que c'est 2 jours pour moi. On parlait souvent de la solitude du juge d'instruction, finalement, vous faites équipe, et vous avez aussi... Ah oui, non. Non. Et je vais vous dire, alors, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, Frédéric a dit que ça marchait bien, etc. Moi, je suis agréablement, plus qu'agréablement surprise. J'ai adhéré à ce projet pour certainement des convictions européennes. Je ne m'attendais pas à me retrouver à mon âge, à un âge où j'ai lu La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, avec autant de gens qui ont un idéal européen, je vous assure. Et alors, et un autre truc qui m'a, moi, en tout cas, surpris, je ne sais pas si tu as fait là, quand on s'est retrouvé au European Criminal Bar Association, sur certains points, cette pulsion européenne, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est un des rares trucs qui fait encore rêver sur l'Europe. Et que, sorti des casquettes, droit de la défense, quand on dit qu'on va récupérer de l'argent, parce que c'est des politiques structurelles, c'est l'environnement, c'est l'enseignement pour nos gamins, et d'avoir des vraies politiques structurelles, pas de l'injection de fric comme ça au coup par coup, n'importe où et n'importe comment. Il y a une vraie adhésion. Et moi, je vous assure que l'esprit de corps, et je sais que c'est une expression que vous n'aimez pas, que les avocats n'aiment pas quand on l'applique aux magistrats, l'esprit de corps qui est entre nous, là, magistrats du parquet européen, c'est vraiment quelque chose. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si vite et si intense. Alors, et pour revenir à ce qu'on disait au début sur la politique pénale européenne,
C'est quand même des notions nouvelles, quoi. Parquet totalement indépendant, avec une politique pénale qu'il fixe lui-même, mais il y a en contrepartie une obligation de compte rendu de son action chaque année. Notre rapport, c'est pas seulement un rapport d'information, c'est nous rendons compte de notre activité opérationnelle devant l'autorité politique européenne. C'est le Conseil Justice et Affaires intérieures, le Parlement européen et éventuellement les parlements nationaux s'ils en font la demande. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train d'émerger. Et donc, vous ne vous privez pas, le cas échéant à terme, d'en tirer des conséquences pour l'amélioration, ou ce que vous jugeriez comme étant des améliorations nécessaires de la procédure et donc l'adoption de nouveaux textes que vous pourriez proposer? Des nouveaux textes européens? Oui, je parle au niveau européen. Alors, les propositions que nous faisons, nous, pour le moment, et tout ça est à discuter, hein, on est au début de ce mouvement-là. Pour l'instant, se limite à des propositions d'amendement du règlement simplement pour améliorer le fonctionnement du parquet européen, sortir de zones d'incertitude qui ont été créées par le règlement, notamment sur l'exercice de la compétence entre le parquet européen et les autorités nationales, par exemple. Bon. Nous pouvons évidemment aller au-delà de ça. Et on voit bien de quelle manière pourraient être utilisés les prochains rapports du parquet européen qui seront des rapports d'action publique dans le champ de la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Avec, par exemple, cette notion donc de politique pénale qui prendra alors toute sa dimension et qui pourrait être exportée dans d'autres champs de compétences. Je pense, par exemple, à la matière environnementale. C'est une proposition qui a été faite déjà l'année dernière par le groupe parlementaire Renaissance Europe, donc, du Parlement européen, qui proposait la création d'un procureur environnemental européen. Une extension de compétences qui serait évidemment limitée aux infractions les plus graves et aux infractions transnationales. Hein, c'est les dispositions de l'article 86 du TFUE. Mais vous voyez que dans un domaine comme celui-là, où de nouveau il y a une cause commune européenne à défendre, nous tous, les citoyens européens, il y aurait sans doute un intérêt à créer une autorité de poursuite européenne dans ce domaine. Et donc, cette politique pénale, il n'y a que vous n'avez finalement, à part cette mission dont vous rendez compte sur l'activité, en quelque sorte, vous la définissez seule, sans lien, en quelque sorte, avec ni l'Union européenne, ni ensuite contrairement, par exemple, au lien qu'on peut avoir le parquet avec la politique pénale, par exemple, de la chancellerie, qui est évidemment une politique politicienne, en quelque sorte, quelque part, qui est aussi la vision qu'a de l'État d'un certain nombre d'infractions. Là, c'est vous qui vous la fixez. C'est le parquet européen, mais dites-vous aussi qu'il y a quelque chose de magique dans ce règlement. Le parquet européen, et c'est le seul parquet qui rend compte au Conseil européen et au Parlement européen. Et là, c'est co-législateur. Il va dire, et il va devoir négocier son budget, il va expliquer voilà ce que j'ai fait des sous, voilà combien j'ai récupéré, voilà quelles sont mes orientations. Ça, c'est un contrôle de la responsabilité judiciaire et surtout d'une démocratisation de la responsabilité judiciaire qu'on n'a jamais, dont on n'a pas jamais rêvé, quoi. Enfin, moi, je trouve ça aussi, pour moi, c'est magique. Je ne sais pas, toi, tu as vu. Non, si, absolument. C'est un autre équilibre qui est en train d'émerger entre ces notions d'indépendance, de politique pénale et de compte-rendu de cette action publique devant l'autorité politique européenne. Bon, vous aviez d'autres questions? Je pense qu'on a fait une bonne discussion.